La lumière de fin décembre à Boulder, Colorado, possède une qualité particulière, presque chirurgicale. Elle ne réchauffe pas, elle expose. Elle tombait ce matin-là à travers les stores vénitiens de mon appartement, découpant l'air en tranches de poussière dorée et de pénombre glaciale. J'observais une particule de poussière, une seule, danser dans ce rayon. Elle montait, descendait, soumise au courant thermique invisible, une métaphore parfaite de l'insignifiance. Je m'appelle Nancy Ryan. À 46 ans, je m'étais construite une vie semblable à une strate géologique bien tassée, compacte, logique, sédimentaire. Géologue de formation, rédactrice technique pour le département de l'énergie par nécessité et athée par une conviction forgée dans l'acier trempé de la désillusion. Je pris une gorgée de café. Il était tiède, amer, avec cet arrière-goût métallique de l'eau du robinet mal filtrée. Ma cuisine était un temple de l'ordre. Le granit du comptoir était froid sous mes doigts. J'aimais les pierres. Elles ne mentaient pas. Elles ne promettaient pas de paradis éternel pour ensuite couvrir les péchés des hommes en soutane. Une pierre était une pierre. Si elle se brisait, c'était de la physique, pas une punition divine. « C'est juste une phase de transition, Nancy », me dis-je à voix haute. Ma voix résonna étrangement dans le silence de l'appartement vide. Juste une réorientation de carrière. Mais je savais que c'était un mensonge. Ce n'était pas seulement mon mariage qui s'était effondré récemment, laissant derrière lui des cartons non déballés et une écho juridique persistante. C'était la structure même de ma réalité qui semblait s'effriter. Depuis quelques semaines, une sensation insidieuse me parcourait l'échine, comme si quelqu'un m'observait depuis l'angle mort de ma vision périphérique. Parfois, en relisant un article scientifique sur la désintégration des isotopes, je sentais un frisson, une sorte d'électricité statique qui n'avait aucune source identifiable. Je posai ma tasse. Le silence de l'appartement devint soudain oppressant. Il y avait une vibration, un bourdonnement à la limite de l'audible, comme une ligne à haute tension invisible traversant le salon. Je secouai la tête. Acouphène, diagnostiqua mon esprit analytique, stress, cortisol élevé. « Il faut que je sorte », murmurai-je. Je décidai de faire du vélo. C'était la semaine entre Noël et le Nouvel An, cette parenthèse temporelle où le monde semble retenir son souffle, où personne ne travaille vraiment, où l'année mourante n'a pas encore laissé place à la nouvelle. J'avais besoin de sentir mes muscles brûler, de remplacer cette angoisse existentielle par de l'acide lactique pur et simple. En enfilant ma tenue de cycliste, je pris soin d'ajuster chaque couche. Le lycra froid contre ma peau, la friction synthétique du maillot. Je laçais mes chaussures avec une précision militaire. Je me regardais dans le miroir de l'entrée. Une femme aux traits tirés, aux yeux cernés par l'insomnie et le scepticisme. Où était passée la petite fille qui voyait Dieu dans les champs de maïs de l'Illinois? Cette petite fille était morte, vers l'âge de 15 ans, assassinée par les journaux télévisés de Chicago, les traîtres, les enfants abusés, le silence complice de l'Église. Si Dieu existait, il était soit un monstre, soit un absentéiste négligent. J'avais choisi l'option la plus rationnelle. Il n'existait pas. Le vide était préférable à la trahison. Je sortis. L'air du Colorado ne frappa le visage comme une main ouverte, sec et coupant. Je montais sur mon vélo, enclenchant mes chaussures dans les pédales avec un clic satisfaisant. Mécanique, prévisible, sécurisant. Je pédalais vers la ville, l'esprit occupé à calculer ma cadence. Je devais passer à la bibliothèque, poster quelques lettres. Des tâches banales pour ancrer mon existence dans le concret. Les Flatirons, ces formations rocheuses massives qui gardent Boulder, se dressaient contre un ciel d'un bleu impossible, presque violent. Je les regardais comme une géologue. Graisse, soulèvement tectonique, érosion, rien de mystique, juste du temps et de la pression. Pourtant, alors que j'approchais du rond-point principal, ce sentiment de malaise revint, plus fort.
Une ombre sembla passer devant le soleil, bien qu'il n'y ait aucun nuage. Un frisson glacé, totalement indépendant de la température extérieure, traversa ma poitrine. La piste cyclable se rétrécissait, fusionnant maladroitement avec la chaussée à l'entrée du rond-point. Je ralentis, mes sens en alerte. L'analyse des risques s'activait automatiquement dans mon cerveau. Voiture venant de la droite, SUV blanc, vitesse estimée 40 km/h. Elle ralentit, elle m'a vu. C'était une équation simple. J'avais la priorité, ou du moins la logique dictait qu'elle s'arrête. Je m'engageais prudemment, tendant le bras gauche pour signaler ma présence, un geste dérisoire face à 2 tonnes de métal et de verre. Je vis le visage de la conductrice à travers son pare-brise. Elle ne regardait pas la route, sa tête était penchée vers le bas, illuminée par la lueur bleuâtre d'un téléphone. Elle tapait un texte. Au moment précis où elle aurait dû freiner, son pied, réagissant peut-être à une impulsion nerveuse déconnectée de la réalité, appuya sur l'accélérateur. Le moteur du SUV rugit. Ce son n'était pas mécanique, c'était le cri d'une bête prédatrice. « Hé !» criai-je, mais le son resta coincé dans ma gorge. Le temps, cette constante que je croyais immuable, se fractura. Je ne fus plus une scientifique, je devins un objet en mouvement soumis à une force extérieure. Ma main tendue heurta le capot. Je ne me souviens pas de l'impact initial, seulement d'une sensation de dislocation, comme si mon esprit était éjecté de mon corps une fraction de seconde avant la collision physique. Je me retrouvais sur le capot, glissant sur le métal lisse et froid. Mes gants griffaient la surface, cherchant une prise qui n'existait pas. À travers le verre, je vis ses yeux se lever, écarquillés par une horreur tardive. Elle ne s'arrêta pas. La panique, ou peut-être l'incompréhension totale, la poussait à continuer. Je glissais, le monde bascula, le ciel bleu, le capot blanc, puis l'asphalte gris foncé qui montait vers moi à une vitesse vertigineuse. « C'est ici que ça finit », pensa une voix calme à l'intérieur de moi. « C'est la fin des données. » Mon casque heurta le sol avec un craquement sec, un son qui ressemblait à une branche morte qu'on brise. Mais le pire n'était pas la chute, c'était ce qui suivit. Mon sac à dos, ou peut-être mes vêtements, s'accrochèrent à quelque chose sous le châssis du véhicule. Je sentis une secousse violente, brutale, qui faillit m'arracher le bras. Ma main droite, par pur instinct reptilien, se referma sur l'essieu brûlant. Elle me traîna. 60 pieds, cela semble peu sur un plan d'architecte. Sur l'asphalte, sous un véhicule en mouvement, c'est une éternité. Je sentais le gravier déchirer mes vêtements, puis ma peau, agissant comme une râpe industrielle sur ma chair. L'odeur de caoutchouc brûlé, d'huile chaude et de mon propre sang emplissait mes narines, un cocktail olfactif de violence pure. Je voyais le pneu arrière tourner à quelques centimètres de mon visage, une masse noire tourbillonnante prête à m'écraser le crâne. Je vais mourir, et il n'y a rien après. Cette pensée n'était pas une peur, c'était un constat, une dernière observation scientifique avant le néant. Puis le mouvement cessa, un grincement de frein, des cris étouffés. Un camion, conduit par un homme dont je ne connaîtrai jamais l'histoire complète, avait bloqué la route, forçant le SUV à s'arrêter. Le silence revint, mais il était différent de celui de mon appartement. C'était un silence lourd, chargé de douleur. Je gisais sous le châssis, tordu dans une position anatomiquement impossible. J'essayais de bouger. Une douleur blanche et aveuglante explosa dans mon cou et irradia jusqu'au bout de mes orteils. « Ne bougez pas !» Une voix de femme, des pas précipités, un visage apparu au niveau du sol, cadré par le pare-choc. « Je suis infirmière, restez où vous êtes, c'est grave. » Je voulais lui dire que ce n'était pas grave, que je devais juste me lever et rentrer organiser mes pierres. Mais ma bouche était pleine de gravier et de sang. Je fermai les yeux. Dans l'obscurité derrière mes paupières, je vis à nouveau cette particule de poussière dansant dans la lumière. Elle semblait maintenant se moquer de moi. L'arrivée des ambulanciers fut un flou de sirènes hurlantes et de mains gantées de latex bleu. Ils parlaient un langage codé, urgent.
Tension en chute, possible hémorragie interne, sécurisez le rachis. L'un d'eux toucha le côté de mon cou pour vérifier mon pouls ou stabiliser ma tête. Je hurlais. Ce n'était pas un cri humain, c'était le son d'un animal dont l'âme est arrachée à vif. La douleur n'était plus une sensation, elle était devenue mon univers tout entier. Chaque nerf de mon corps transmettait un message unique, destruction. Le trajet vers le centre de traumatologie fut une série de diapositives déconnectées. Les lumières fluorescentes du plafond de l'ambulance, le visage inquiet du paramédical, le masque à oxygène qui sentait le plastique neuf. À l'hôpital, le diagnostic tomba comme une sentence judiciaire. Traumatisme crânien, clavicule brisée, 5 côtes fracturées en plusieurs endroits, transformant ma cage thoracique en un piège d'os pointu. Poumon collabé, mais le verdict le plus terrifiant concernait ma colonne vertébrale. Le chirurgien, un homme aux yeux fatigués et aux mains qui semblaient trop grandes pour son corps, m'expliqua la situation avec une froideur nécessaire. Vos vertèbres cervicales et lombaires sont gravement endommagées. C'est un désastre là-dedans, Madame Ryan. Nous devons opérer. Nous allons nettoyer les fragments d'os et insérer des tiges de titane le long de votre colonne pour la stabiliser. L'opération était prévue pour le lundi suivant. 3 jours d'attente, 3 jours emprisonnés dans un corps brisé, immobilisé sur un lit d'hôpital, avec pour seule compagnie ma propre terreur. Et quelle terreur! Ce n'était pas la peur de la douleur, la morphine s'occupait de ça, me plongeant dans une brume cotonneuse et nauséeuse. Non, c'était la peur de la mort. Pour un croyant, la mort est une porte. Pour moi, Nancy Ryan, athée convaincue, scientifique matérialiste, la mort était un mur, un interrupteur qu'on éteint, la fin de la conscience, la dissolution du je dans une entropie sans fin. Je passais ces 3 jours à fixer le plafond, écoutant les bips rythmiques des moniteurs cardiaques. Bip, bip, bip. Chaque son était une seconde de moins avant le néant. Mes parents m'avaient prévenu, dans mon adolescence rebelle, tu iras en enfer parce que tu as rejeté Dieu. Allongée là, je me surpris à penser, l'enfer serait préférable. Au moins en enfer on existe, on souffre mais on est conscient. L'idée de ne plus être, de ne plus penser, de ne plus percevoir la lumière ou la texture d'une roche me paralysait plus que mes vertèbres brisées. La nuit précédant l'opération, un aumônier entra dans ma chambre. Je fis semblant de dormir. Je ne voulais pas de ces platitudes. Je ne voulais pas entendre parler d'un plan divin. Quel plan incluait une femme distraitement en train de texter et une cycliste broyée sous un châssis? C'était du chaos, pur et simple, le hasard quantique. Le lundi matin arriva avec une odeur d'antiseptique et de peur froide. Les brancardiers vinrent me chercher. Le roulement des roues du lit sur le linoléum résonnait comme un tambour funèbre. Nous traversâmes des couloirs interminables, passâmes des portes battantes. L'air devint plus froid, plus stérile. La salle d'opération était un théâtre de technologie brillante, des machines complexes, des lumières cialytiques aveuglantes, des plateaux d'instruments en acier inoxydable qui attendaient de m'ouvrir. Je tremblais, non pas de froid, mais d'une terreur existentielle si pure qu'elle en était presque liquide. L'anesthésiste s'approcha, il avait des yeux gentils au-dessus de son masque chirurgical. « Nous allons vous donner quelque chose pour vous détendre, Nancy. Comptez à rebours à partir de 10. »« 10, dis-je, ma voix tremblante. Je ne veux pas partir, je ne veux pas disparaître. 9. Le liquide froid entra dans mes veines. Je sentis mon cœur ralentir. 8. Ma vision se brouilla. Les lumières au-dessus de moi devinrent des halos flous, des étoiles mourantes. 7. Et soudain, une pensée traversa mon esprit embrumé, une pensée qui n'avait rien de scientifique, une pensée qui venait des profondeurs de cette petite fille des champs de maïs que je croyais avoir tuée. S'il vous plaît, si quelqu'un m'entend, ne me laissez pas seule dans le noir. 6. Le noir ne vint pas. Au lieu de la déconnexion attendue, au lieu du silence synaptique, il y eut une expansion, brutale, immédiate. Je n'étais plus sur la table, je n'étais plus dans mon corps brisé. La douleur avait disparu, remplacée par une légèreté impossible. J'étais éveillée,
plus éveillée que je ne l'avais jamais été en buvant mon café le matin même, plus lucide que lors de la rédaction de n'importe quelle thèse géologique. J'ouvris les yeux, ou ce qui me servait d'yeux. Je n'étais pas dans la salle d'opération, il n'y avait pas de mur carrelé, pas de chirurgien masqué. Je me tenais sur le flanc d'une colline verdoyante. L'herbe sous mes pieds, avais-je des pieds, était d'un vert si vibrant qu'il semblait émettre sa propre lumière. Chaque brin d'herbe était défini avec une précision microscopique, plus réelle que tout ce que j'avais vu sur Terre. L'air sentait le printemps éternel, un mélange de fleurs sauvages et d'ozone après un orage. Devant moi, une chaîne de montagnes s'étendait à l'infini, des sommets doux et onduleux, baignés dans une lumière dorée qui ne projetait aucune ombre. C'était beau, c'était impossible. Hallucination! Trancha immédiatement mon esprit analytique, qui semblait avoir survécu au voyage. Réaction chimique du cerveau à l'hypoxie ou à l'anesthésie, les neurones tirent leur dernière salve. C'est une belle hallucination, pensais-je en regardant mes mains. Elles étaient translucides, faites de lumière plutôt que de chair. Je peux profiter de ça pendant qu'il m'opère. Mais alors, quelque chose changea. Une onde. Ce n'était pas du vent, c'était une vague d'émotions pures qui déferla sur moi, venant de partout et de nulle part à la fois. Cela commença comme une chaleur douce, comparable à celle d'un feu de cheminée en hiver, mais cela s'intensifia rapidement. C'était de l'amour. Pas l'amour humain, conditionnel, fragile, celui qui se termine par des divorces et des cartons non déballés. C'était un amour absolu, inconditionnel, total. Il me traversait, me connaissait, m'acceptait entièrement, avec mon athéisme, ma colère, mes échecs, ma rationalité froide. Il m'enveloppait comme une étreinte cosmique. Et c'est là que la peur, la vraie, me frappa pour la seconde fois. Pas la peur de mourir, mais la peur de comprendre. Si je sens cet amour, si je suis consciente, la logique s'effondra comme un château de cartes. Je suis morte. La pensée résonna dans ce paysage idyllique comme un coup de tonnerre. Je suis morte sur la table d'opération. Mon esprit de scientifique tenta désespérément de reprendre le contrôle, de trouver une faille dans cette nouvelle réalité. Attends une minute, si je suis morte, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne crois en rien, le néant devrait être là. Et si mes parents avaient raison? Je suis athée, je devrais être en enfer. Je ne vois ni flamme ni diable, je ne vois pas le néant. Pourquoi suis-je ici? La question se forma dans mon esprit, un cri silencieux lancé vers ces montagnes impossibles. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? La réponse ne vint pas sous forme de mots parlés. Elle n'avait pas de son. Elle vint directement dans ma conscience, téléchargée instantanément, comme une vérité qui avait toujours été là, mais que j'avais oubliée. Elle émanait de l'atmosphère même, des fleurs, de la lumière. Ceci est ta maison. La voix était plurielle et singulière à la fois, masculine et féminine, ancienne et jeune. Tu fais partie de moi, tu fais partie de nous. Bienvenue à la maison. Au moment où ces mots résonnèrent en moi, bienvenue à la maison, mes barrières se rompirent. Je m'effondrais, non pas physiquement, mais spirituellement. Des larmes qui n'étaient pas liquides coulèrent de mon être. Car je me souvenais. C'était le choc le plus violent de tous. Ce n'était pas une découverte, c'était une remémoration. Soudain, la vie de Nancy Ryan, la géologue, la femme divorcée, la cycliste accidentée, me parut lointaine, petite, presque théâtrale. Oh mon Dieu, réalisai-je avec une clarté fulgurante, cette vie sur Terre, c'était juste une illusion, c'était une pièce de théâtre, un état temporaire. Ceci, ce lieu, cette lumière, cet amour, c'était le réel. C'était la roche-mère sur laquelle tout le reste était construit. J'avais passé ma vie à étudier les strates géologiques en cherchant la vérité dans la matière dense, alors que la vérité était ici, dans cette lumière immatérielle.
Alors que je tentais d'assimiler ce changement de paradigme sismique, le brouillard lumineux devant moi commença à tourbillonner. Il se condensa, prenant une forme vaguement humaine, éphémère, changeante. Une silhouette féminine émergea de la brume. Elle avait de longs cheveux qui semblaient faits de vapeur, et, bien que je ne puisse distinguer les traits précis de son visage, je sentais une familiarité bouleversante émaner d'elle. Elle ne marchait pas vers moi, elle glissait, ou plutôt, l'espace entre nous se réduisait par simple intention. Elle s'arrêta devant moi, elle n'avait pas besoin de parler pour que je l'entende. « Il est temps pour toi d'apprendre, » dit-elle, sa voix résonnant comme une cloche de cristal dans mon esprit. « Tu dois apprendre ce qui est nécessaire pour retourner là-bas et rendre ta vie digne d'être vécue. » Le mot « retourner » agit comme un électrochoc. La beauté du lieu, la paix, l'amour, tout cela fut soudain menacé par ce seul verbe. « Retourner » Ma pensée fut une protestation véhémente. Je reculai instinctivement. « Je ne retourne pas là-bas, vous plaisantez. Regardez ce corps, regardez cette vie. C'est de la douleur, du froid, de la solitude. Je suis bien ici, je suis chez moi. » La silhouette sembla sourire, non pas avec des lèvres, mais avec une ondulation de compassion amusée. « Tu as déjà accepté d'y retourner, » répondit-elle doucement. « Je ne me souviens de rien de tel, » rétorquai-je, retrouvant mon attitude d'adolescente rebelle face à l'autorité. « Je n'ai signé aucun contrat. » Elle leva une main vaporeuse. L'air devant nous se mit à scintiller, comme un écran de cinéma se matérialisant à partir de photons purs. « Laisse-moi te montrer, » dit-elle. « Regarde ce que tu as oublié. » L'écran s'illumina, et je vis une scène qui défiait toute logique linéaire. Je me vis moi-même, mais pas la Nancy brisée de 46 ans, ni l'enfant de la ferme. Je vis mon âme, vaste et lumineuse, penchée sur des cartes complexes, traçant des lignes de destin, choisissant des parents, choisissant des épreuves, choisissant même l'athéisme comme un défi nécessaire. Mais alors que je regardais, fascinée et horrifiée par ma propre planification prénatale, je sentis une présence sombre derrière moi, pas malveillante, mais vide. Je me tournai. Derrière moi, le paysage magnifique s'arrêtait net. Il n'y avait pas de montagne, pas de lumière dorée, juste un mur de brouillard gris, dense, impénétrable, une frontière absolue. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, pointant le néant gris. « Pourquoi le monde s'arrête-t-il là ?» La silhouette s'approcha, son éclat contrastant violemment avec le gris terne derrière moi. « L'endroit où tu es maintenant n'est pas la réalité ultime, » expliqua-t-elle, et il y avait une urgence nouvelle dans sa communication. « Ceci est une antichambre. » Un lieu d'antichambre que nous avons créé pour toi, avec des éléments qui te rassurent, la nature, les montagnes, mais ce n'est pas la destination finale. Elle fit une pause, et pour la première fois, je sentis une gravité, un poids dans ses paroles. Tu es ici parce que tu as dévié, Nancy, tu as oublié comment lire ta propre boussole. Et si tu ne réapprends pas maintenant, le brouillard derrière toi, c'est tout ce qu'il restera. Je regardais le mur gris. Il semblait pulser doucement, attendant. J'avais fui le néant toute ma vie, et maintenant, il semblait que j'étais coincée entre le paradis que je ne pouvais pas encore habiter et la vie terrestre que je refusais de reprendre. « Alors apprenez-moi, » murmurai-je, sentant que le temps, ou ce qui en tenait lieu ici, était compté. « Montrez-moi ce que j'ai raté. »